Dans ce Vue du banc du mois de mai, consacré à la pratique féminine du rugby, nous irons à la rencontre des staffs du nord au sud, de Marcq-en-Barœul au stade toulousain, en passant par le stade bordelais, double champion de France d'élite 1. Mais nous ferons aussi un pas de côté en rendant visite à Sonia Aziraj, responsable technique du centre de formation des filles du Paris Saint-Germain. Direction donc le département du Nord, à Marcq-en-Barœul, qui abrite l'Olympique marquois, pensionnaire de National. Marie Prévost a rejoint le club il y a 4 ans en tant que préparatrice physique avant de devenir analyste rugby. Une arrivée dans le staff avec tout de même une pointe d'inquiétude, ne sachant pas trop où elle mettait les pieds. De point de vue extérieur, avant qu'on y rentre, fait un peu fermé, où j'avais peut-être un peu d'a priori le fait de rentrer dans un groupe de 40 hommes. Et finalement, on se rend compte que toutes les différences sont acceptées. De toute façon, on le voit tout simplement sur le terrain. C'est un des seuls sports où on a autant de gabarits, autant de physiques qui sont différents et ils nous acceptent de par cette différence qui peut être, là en l'occurrence physique, mais qui peut être aussi psychique ou mentale, etc. Donc non, il y a une grosse acceptation et d'un point de vue extérieur, on dirait que c'est un monde qui est très grand et finalement, on se rend compte que tout le monde se connaît et que le bouche à oreille fait vite les choses et dans le bon sens comme dans le mauvais. Mais finalement que c'est une grande famille et qui est quand même entourée de très belles choses. Sur le staff technique, je suis la seule femme en dehors du coup de notre bénévole. Ça s'est fait hyper naturellement. Que ce soit les joueurs ou le staff, on est quand même plutôt dans un milieu qui est ouvert, donc où on accepte les différences de chacun. Et en l'occurrence, ça n'a jamais posé trop de soucis à ce niveau-là. Intégration réussie donc pour Marie qui en 4 saisons a semble-t-il trouvé sa place au sein d'un staff majoritairement masculin, vous l'avez compris. On lui a quand même posé la question. Je suis peut-être pas la mieux placée pour dire ça, mais j'aurais tendance à dire que oui, ça apporte dans un groupe. Des fois, certains joueurs, tout le monde, on passe des moments un peu plus difficiles, donc peut-être qu'ils ont plus tendance à se confier à une femme, que ce soit moi, que ce soit nos bénévoles, etc. Mais ils ont peut-être plus tendance à se confier à nous et du coup, nous, des fois, quand ils le souhaitent, on essaye de faire passer certains messages au coach. Peut-être que par moments, c'est un peu plus facile dans ce sens-là et je pense que c'est tout simplement physiologique, mais on a des énergies qui sont différentes entre les hommes et les femmes, donc ça permet d'avoir par moment un petit équilibre au sein d'un staff et au sein d'un groupe de manière générale. Le milieu du rugby n'a plus de secret pour Marie Prévost, y compris quand l'émotion s'invite souvent au rendez-vous. Et je pense que c'est un milieu où les émotions sont fortes, mais tout type d'émotions, c'est que quand on est content, quand on est joyeux, ça va être des émotions, je trouve, sont décuplées, et quand on va être plutôt triste ou émotionnellement impacté, c'est pareil, c'est des émotions qui sont fortes et on vit un peu très souvent au cours d'une saison un peu des montagnes russes émotionnelles. Et oui, je suis impactée. Là, par exemple, ce week-end, on a joué notre dernier match et on a certains joueurs qui partent, notamment un de nos capitaines, où oui, les larmes aux yeux montent quand il fait son discours pour son dernier match. Les émotions sont décuplées de manière générale, que ce soit dans le sens positif ou dans le sens par moments un peu plus négatif. Si Marie Prévost a récemment, à 21 ans, découvert le rugby à l'autre bout de la France, au cœur du Lauragais, Laure Census est tombée dès sa naissance dans la marmite. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui était déjà dans le rugby. J'avais mon frère qui jouait, mon père était éducateur, ma mère était présidente de l'école de rugby. Donc en fait, pour moi, il n'y avait pas de... J'avais le choix, c'était pas une obligation, mais pour moi, c'était logique que mes week-ends, je les passe au rugby, quoi. Et pour moi, ça n'a jamais été une interrogation. Je m'y suis mis là-dedans, ça m'a plu. Au-delà du jeu, c'était vraiment l'état d'esprit qui me plaisait. Et la question, elle s'est jamais réellement posée de me dire est-ce que c'est ça qui me plaît. J'y suis allée, ça a été une évidence, quoi. Laure Census, vous le savez, a porté le maillot de l'équipe de France à 32 reprises, en a été la capitaine et entraîne aujourd'hui le Stade Toulousain depuis 2023. Son regard sur l'évolution de la pratique féminine du rugby est sans concession. Alors, il y a une grosse dynamique de progression qui a été enclenchée, ça c'est une évidence. Après, là, on arrive à un stade où on est sur un plateau, c'est-à-dire que soit on reste tel quel et on suffit de ça,
soit quand je dis on, je mets tout le monde, hein, les clubs, les fédérations, les institutions, mais un petit coup d'accélérateur pour garder la dynamique, sachant qu'il y a eu une progression quand même exponentielle ces dernières années. Ça va être structurer les clubs, structurer les fédérations, encadrer les jeunes joueuses. Je parle pas que des équipes féminines, je parle dans la structuration des écoles de rugby, intégrer de plus en plus de jeunes filles, que ce soit en tant que joueuse ou dans les encadrements. Voilà, c'est toute une réflexion qui doit se faire autour de ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même de gros efforts qui ont été faits ces dernières années. Voilà, on est sur un moment charnière où, en fait, va se décider est-ce qu'on tend vers la professionnalisation des championnats d'élite ou est-ce qu'on stagne tel qu'on est et on se satisfait de ça. Moi, je suis pour la formule où on va réussir à professionnaliser, mais je pense qu'il faut être prudent là-dessus. Je pense qu'il faut pas le faire pour le faire, il faut le faire parce qu'on a des croyances fortes et on va aller sur des structures qui vont être pérennes et pas du one shot en injectant beaucoup d'argent d'un coup et ne pas structurer comme il faut. Je pense qu'il faut le faire en bonne intelligence et que là, c'est voir pour intégrer une ligue, créer une ligue, que la Fédé fasse les choses comme il faut aussi et que les clubs s'y mettent. Mais je pense qu'il faut tendre à une professionnalisation parce qu'aujourd'hui, on n'y est pas loin, mais il faut le faire en bonne intelligence. Alors, est-ce qu'on intègre la Ligue des garçons? Est-ce que on crée notre propre ligue? Ça, c'est encore un autre débat. Mais sans une ligue forte et une fédération qui est favorable à ça, on n'y arrivera pas, je pense. Le constat est évident, l'engouement populaire est bien présent. Ah, ben c'est des signaux qui sont forts, mais ça, il faut arriver à le pérenniser, que ce soit pas des one-shot avec des événements très ciblés dans l'année qui arrivent à attirer du monde. Il faut que les spectateurs ou téléspectateurs adhèrent et que vraiment ils suivent toutes les épopées des équipes de France, que ce soit contre l'Angleterre ou contre des équipes un peu plus mineures, que dans les stades on voit l'engouement et que aussi on arrive à percevoir ça dans les championnats domestiques. Les joueuses du Stade bordelais dominent le championnat de l'élite depuis 2 saisons avec un effectif composé de 7 joueuses de l'équipe de France auxquelles il faut rajouter 4 Canadiennes, une Américaine et une Écossaise. François Ratier en est le responsable. Alors comment passe-t-on du management d'une équipe masculine au management d'une équipe féminine? Dès le début, j'ai pas, moi, de mon côté, fait de différence sur le contenu, sur les exigences, etc. Ou une forme de, je sais pas moi, paternalisme ou une forme de bienveillance, etc. Moi, j'entraînais des athlètes de haut niveau, qu'elles soient des filles ou des garçons, ça ne me posait aucun problème ni particularité. Par contre, au fil du temps, j'ai aussi remarqué effectivement des différences, notamment chez les filles où le pourquoi avait beaucoup d'importance. Pourquoi on fait les choses, alors que chez les garçons, c'était plutôt comment. Comment et vite. Et alors que chez les filles, il y a une réflexion et une fois qu'elles comprennent pourquoi, on peut après pousser le curseur très loin. Après, il y a les barrières, hein. Moi, la particularité d'entraîner des filles, c'est que on n'est pas donc du même genre. Donc, il y a des barrières déjà évidentes en termes de vie privée, en termes de vestiaire, en termes d'entraînement de tous les jours. Une fois que les règles sont bien posées, il y a effectivement après encore une autre façon peut-être d'approcher les choses, dans le vocal un peu. L'élément incontournable quand on entraîne les filles, c'est bien sûr la franchise et le partage à tous les stades du management. Chez les filles, c'est incontournable. D'où le fait de s'entourer de leaders, de leadership group, de joueuses très impliquées dans la vie du groupe, mais aussi dans le projet de jeu, dans la mise en place du projet, etc. Là, on n'est vraiment pas dans la relation manager verticale et joueuses qui obéissent entre guillemets, quoi. Nous, on est vraiment dans la construction commune. Après, effectivement, le manager finalement finit par décider puisque c'est lui qui fait l'équipe. Mais dans la construction globale du projet, les filles veulent faire partie beaucoup plus souvent que les garçons. Il y a un véritable équilibre au sein du staff entre les hommes et les femmes, explique François Ratier. L'entraîneur des trois quarts ici au club, Rose Thomas, qui est une ancienne joueuse de l'équipe de France de rugby à 7. Depuis 2 ans maintenant, elle entraîne les trois quarts, elle a pris sa retraite. Donc elle est au sein du staff, les deux mains dans le projet, on va dire. Et après, on a du personnel chez les kinés en rotation. Notre kiné en chef est une femme. Nos 2 médecins sont des femmes. On a une nouvelle présidente aussi. Donc ouais, ça s'équilibre, hein. Moi, je m'appuie beaucoup sur justement les retours de Rose parce qu'elle
elle, du coup, elle a accès au vestiaire beaucoup plus que moi. Elle a aussi une proximité avec les joueuses qui est très, très intéressante. C'est à moi de trier après, forcément, puisque les infos qui peuvent remonter par l'intermédiaire de sa collègue, des fois, il faut on va dire, filtrer. Mais oui, c'est très important. Et aussi, elle manage ses joueuses derrière de façon, on va dire, très rigoureuse. Hein. C'est pas parce que c'est une fille qui entraîne des filles que d'un seul coup, elle devient proche dans le sens complaisante. Elle est dure avec elle aussi et c'est parfait. Quelle évolution pour la pratique féminine du rugby dans les prochaines années? Question à laquelle François Ratier a accepté de répondre en se rappelant du passé. En 2014, j'étais entraîneur de l'équipe canadienne de rugby à la Coupe du Monde en France et il a été dit exactement la même chose il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on nous a dit après cette Coupe du Monde réussie, vous allez voir, beaucoup de choses vont changer. Alors, nous, à l'époque au Canada, il y a rien qui a changé, mais il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait changer. Mais il n'y a pas grand-chose qui a changé non plus en Europe, puisque moi, 10 ans après, je suis là et on me dit la même chose. On me dit, vous allez voir, là, on est quand même à un tournant. Il va se passer quelque chose. Les stades sont pleins au niveau international. Mais c'était déjà vrai il y a 10 ans. Donc, j'attends. Moi, je veux voir. Je demande à voir. Je sais que il y a des choses qui se font au niveau fédéral, au niveau du rugby féminin. Il y a une vraie volonté. Mais après, c'est des actes. Hein. Moi, je peux faire un PowerPoint aussi et l'envoyer. Après, faut que ça bouge. La première division, l'élite 1, elle n'est pas retransmise. Elle est de temps en temps retransmise par Canal, ce qui est formidable. Et merci Canal+. Mais la vérité, c'est que si vous voulez voir d'autres matchs, vous ne pouvez pas les voir. En Angleterre, tous les matchs sont retransmis. C'est des détails, mais la médiatisation de notre sport, elle est cruciale. Si on passe pas cette étape-là en premier, on sera encore à en parler tous les deux dans 10 ans. On referme ce Vue du banc consacré à la pratique féminine du rugby avec une incursion dans le football féminin. Nous accueillons en effet Sonia Aziraj, directrice technique du centre de formation des joueuses du Paris Saint-Germain, mais également vice-présidente de l'UNECATEF. Bonjour Sonia. Bonjour Jean-Paul. Avant d'évoquer votre rôle de vice-présidente au sein de l'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs du football professionnel et amateur, parlez-nous, Sonia, de ce centre de formation des joueuses du Paris Saint-Germain dont vous assumez la direction technique. Après 18 mois d'existence, quel premier bilan faites-vous ? Il est bien évidemment positif parce qu'il permet d'une part la structuration, j'ai envie de dire, de notre fonctionnement. Donc ça, on va dire plutôt en lien avec la Fédération française de football et tout le cahier des charges qui est imposé. Mais également, en fait, il me permet d'avoir un fonctionnement aussi lié à la mixité. Donc voilà, on fait partie pleinement du projet club. On se sent vraiment investi ici au campus. Les équipes sont rassemblées sur le même site et ça crée une réelle dynamique de club. Mais également pour chaque adolescente, ça permet aussi d'être au contact. Voilà, donc de moments de partage, de moments. Là, par exemple, vous voyez. Lundi dernier, on a fait la remise officielle des bacheliers, enfin voilà, des diplômes du bac de la saison dernière. Oui. Et voilà, c'est des moments qui sont importants aussi pour la maturité des enfants et pour la reconnaissance de leur travail. Vous avez dit adolescents et adolescentes. Oui. C'est mixte? Il y a des garçons et des filles? En fait, sur le site du campus à Poissy, toutes les équipes sont rassemblées sur le même site. Par exemple, quand elles sont à l'école, c'est des classes mixtes avec les garçons. Oui. Après, les entraînements sont encore, on va dire, on s'entraîne chacun de notre côté, mais on réfléchit à peut-être, en effet, faire des parties d'entraînement, élaborer des parties d'entraînement en mixité. Par exemple, liées à des postes spécifiques, peut-être les gardiennes de but, peut-être aussi liées à des spécificités au poste. Voilà, on réfléchit actuellement à ça en interne au club. C'était vraiment une volonté affichée des responsables, cette mixité. Ça apporte une réelle richesse parce qu'en fait, les uns ont besoin des autres. On a besoin des hommes, les hommes ont besoin des femmes. Ça apporte en fait une dynamique réelle au sein du club. Et j'ai envie de dire aussi, moi, c'est pour ça que je suis allée dans le projet Paris Saint-Germain. Voilà, parce que moi, je suis une femme de projet. C'est ce qui donne du sens à ce que je fais au quotidien. Le discours du président, en fait, est vraiment mis en place au quotidien. Donc, c'est ça qui me plaît, en fait. C'est pas seulement, on va dire, entre guillemets, ce qui pourrait peut-être correspondre à un peu de politique, etc. C'est pas la réalité. Le président a un vrai œil sur le football féminin, sur la pratique féminine et sur ce qu'il souhaite
avoir au sein du campus. Sonia Aziraj, vous avez une double casquette en fait. Vous êtes directrice technique du centre de formation des joueuses du Paris Saint-Germain. Vous êtes également vice-présidente de l'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs du football professionnel et amateur. Quelle est votre mission au sein de ce syndicat ? En fait, au sein de l'UNECATEF, on a pu prendre un peu la mesure de notre rôle aussi sur une vision que l'on doit avoir envers tous nos entraîneurs, hommes-femmes. Pourquoi ? Parce que c'est un métier qui est difficile. Voilà. Mes collègues du bureau de l'UNECATEF et du comité directeur ont pleinement conscience aussi de ça, de l'importance d'avoir des femmes dans l'environnement du football. Et en fait, j'ai envie de dire, ça s'est fait assez naturellement d'être en effet vice-présidente de l'UNECATEF. On charge plus du football amateur, mais moi, ça me va très bien parce que c'est un rôle qui me correspond bien. Mais on a tous un peu cette étiquette malgré tout au sein de l'UNECATEF à pas oublier de là d'où l'on vient. Voilà, donc la base. Et la base, c'est quoi ? C'est le foot amateur. La base, c'est le foot, on va dire, dans nos territoires, au sein des clubs, et pas forcément que les clubs professionnels, mais au sein des clubs tous les week-ends. Voilà, mon rôle, il est vraiment d'essayer d'apporter, on va dire, du soutien, une vision pour ce football amateur aussi, pour les entraîneurs qui composent ce football amateur, de le représenter le mieux possible. Et bien évidemment, après, ma casquette, on va dire, féminine, forcément, c'est d'essayer de faire en sorte que j'ai toujours fonctionné comme ça dans ma carrière, c'est de bouger les lignes. C'est-à-dire, à un moment donné, oui, on peut avoir un staff mixte, ça apporte certainement des choses, mais il faut, je pense, quand on est dirigeant, avoir le courage de prendre ces décisions-là. Merci Sonia Aziraj. Vue du banc est terminé. Pour être tout à fait complet, sachez que le 47e numéro de Tech 15 Magazine est lui aussi consacré à la pratique féminine du rugby et vous pourrez le retrouver sur tech15.org tout simplement. À très vite.